Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation sur le manga. Merci à Sylvie et à l'équipe de la Bilipo pour cette invitation. C'est ça que vous avez vu ce papier, vous avez vu cet article dans Walibi sur manga. Donc moi je suis journaliste musique et bande dessinée, je suis pas un spécialiste du manga. J'écris sur le manga mais aussi sur la bande dessinée, on va dire franco-belge, la bande dessinée américaine. J'essaye d'être généraliste en tant que journaliste BD, mais je m'intéresse beaucoup au manga, et c'est vrai que pour le magazine Alibi, qui est un trimestriel, j'essaye de aussi couvrir l'actualité du manga polar, parce qu'il y a effectivement beaucoup de mangas qui peuvent s'apparenter au genre du polar. Alors après on verra, c'est vrai que il y a des choses aussi qui sont spécifiques à la production de la bande dessinée japonaise, qui font qu'en fait, finalement, des séries manga sont très différentes de par leur production, leur diffusion. Donc, je ne sais pas si vous êtes très familière avec le manga. Je pensais que ce serait pas mal de faire une petite introduction, juste pour se rendre compte de comment c'est différent, comment finalement, pourquoi il y a des séries de manga qui peuvent se tenir en 30 volumes, et que les séries franco-belges, elles paraissent parfois tous les ans et demi, parce que aussi des rythmes de production, de diffusion. Souvent les auteurs de bande dessinée japonais, à partir du moment où ils sont très connus, ils ont aussi des assistants qui travaillent avec eux. Il y a toujours un gros rythme de production. C'est aussi pour ça que les auteurs japonais font beaucoup moins de promotion, par exemple, que les auteurs, on va dire, européens ou américains. Donc le manga, c'est effectivement la bande dessinée japonaise. Alors, si jamais vous ouvrez un vrai manga édité en France, tel quel, normalement, il se lit donc de droite à gauche. C'est-à-dire que si vous ouvrez le livre comme un livre normal, vous arriverez à la fin. Donc souvent, les éditeurs français placent un avertissement quand même pour vous dire que vous êtes à la fin. Et après, il y a aussi cette spécificité que certains livres japonais, certaines bandes dessinées sont édités, on va dire, à l'européenne. Alors là, c'est bon. Et parfois même, mais c'est vraiment très rare, des auteurs japonais conçoivent pour le marché européen une bande dessinée. Donc là, en fait, finalement, il faut la lire au sens normal. Mais c'est vraiment très marginal. Alors, le manga, effectivement, alors je vous parle là, il y a le manhwa qui est le manga coréen, le manfra, on peut appeler ça aussi pour le manga fait en France. Après là, c'est vraiment aussi peut-être du jargon qui n'est pas forcément nécessaire d'apprendre. Disons, le manga, c'est une bande dessinée japonaise. Alors, c'est vrai qu'il y a des pratiques éditoriales au Japon qui font qu'en fait, il y a des publics et des genres distincts pour les publics. Donc, par exemple, il y a ce qu'on appelle le shonen, donc, qui est à destination des garçons adolescents, mais ça ne veut pas dire que, bien sûr, les jeunes filles ne peuvent pas le lire. Donc là, on a vraiment, en fait, c'est très charté, avec à chaque fois un public qui est visé, mais qui n'est jamais exclusif. On peut très bien, à 30 ans, à 60 ans, lire des shonen, il n'y a pas de... Mais en tout cas, c'est le public qui est visé à la base, et ça vient aussi des magazines dans lesquels ces séries sont prépubliées. En fait, il y a vraiment toute une économie qui est différente de la nôtre, avec beaucoup de prépublications au Japon, alors que finalement, en France, maintenant, il y a de moins en moins de revues. Il y a eu l'âge d'or des revues. Là, maintenant, je crois qu'il reste les revues genre Picsou, d'Hachette Magazine, Donald, et puis après, il y a Spirou, toujours. Il y a Fluide Glacial, toujours, mais finalement, il y a très peu de revues de prépublication, alors qu'au Japon, ça reste la règle. Donc, on a vu le shonen, là, le shoujo, donc, et son pendant, qui sont donc pour les adolescentes. Et donc avec aussi cette possibilité que les lectrices s'identifient aux héroïnes. Donc ces séries plutôt courtes, je vous indiquais quelques séries phares, mais là on n'est pas du tout dans le polar. Là, vraiment, là, c'est l'histoire de vous brosser un petit peu comment ça se passe. Alors c'est vrai que les séries sont prépubliées dans des revues. Alors par exemple, pour des séries comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, c'est dans Shonen Jump, une revue dont le tirage a pu atteindre quand même, les ventes, a pu atteindre 6 millions d'exemplaires, plus de 6 millions d'exemplaires, vraiment à l'apogée de ce rythme de publication. Et je vais continuer juste avec donc, le seinen et le josei. Donc le seinen, c'est le manga, on va dire adulte, en tout cas pour un lectorat plus mature que le shonen, qui est pour les adolescents.
avec aussi quelques... Après, on voit par exemple, là, j'ai indiqué l'attaque des Titans comme Seinen, mais c'est aussi un manga qui est très, 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 très populaire chez les adolescents. Donc toutes les frontières sont vraiment poreuses, c'est des pratiques éditoriales japonaises dont on peut tenir compte, surtout parce qu'en France, finalement, il y a quand même plein de fans de manga qui reprennent ces distinctions. Mais il faut faire aussi attention. Finalement, tout ça est poreux, les frontières sont ténues. On n'est pas non plus dans quelque chose, c'est pas gravé dans le marbre. Enfin, le Joisei, donc là, qui est le manga pour un public féminin, donc aussi plus mûr. Là, on est plus dans les collégiennes ou les lycéennes, mais plutôt les étudiantes ou les femmes qui travaillent, qui sont... donc là, avec parfois des romances, mais aussi une représentation de la sexualité qui est un petit peu plus explicite que dans les bandes dessinées pour adolescentes. Donc ça, c'est vraiment histoire de vous montrer le marché. Moi, j'avais rencontré Naoki Urasawa, le créateur de Monster et de 20th Century Boys. Donc là, c'est la Monster qui peut faire partie justement des thrillers, parce qu'après c'est vrai que c'est aussi compliqué parfois quand une série à suspense, il n'y a pas forcément de détective, d'enquête, mais ça appartient quand même au thriller et sans doute au polar. Et donc Naoki Urasawa, quand il était venu à Paris, il avait fait un peu la comparaison entre ce qui se pratique au Japon, ce que lui connaît, et la bande dessinée européenne, dont lui est aussi un lecteur, parce qu'on ne peut pas... Il ne faut pas sous-estimer l'influence que la bande dessinée européenne a eue au Japon. C'est vraiment quelque chose qui a marché dans les deux sens, alors, même si maintenant le manga est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus populaire en France. Et on estime quand même qu'en France, actuellement, il y a plus d'une BD sur deux vendue est un manga. Alors après, bien sûr, il y a aussi des Mortels Adèle, il y a encore des bandes dessinées, on va dire européennes, françaises qui cartonnent, mais finalement, le manga a vraiment connu un grand boom qui n'est pas seulement... on ne peut pas le justifier seulement avec le pass culture, avec les 300 € donnés. Là, c'est pas du tout ça, c'est aussi parce que le rythme de parution des mangas est beaucoup plus rapide, les prix... sont moins élevés. Alors, juste Naoki Urasawa disait, il y a plein de différences techniques de narration, de découpage entre la bande dessinée européenne et le manga, mais la bande dessinée et le manga sont le même médium, des histoires dessinées. Dans le manga, le rythme de parution joue beaucoup sur l'intrigue. Dans le cas d'une parution hebdomadaire, les lecteurs doivent avoir 18 pages par numéro. Donc 18 pages à créer. 10 pages de paysages seraient très ennuyeuses à lire. Alors, avant de commencer la série, j'ai à peu près une image de la fin. Mais une série dure 5 ou 6 ans, c'est un très long voyage. J'ai l'image de la ligne d'arrivée, et au cours du voyage qui constitue la création d'une série, je vis plein d'expériences qui, au final, changent de destination. Donc juste là, un peu quelques indications techniques sur comment les mangas naissent au Japon. C'est vrai que nous arrive quand même reliés. Au départ, donc, ils sont prépubliés, donc ce qu'on appelle le mangashi, par chapitre en magazine, c'est ce dont parlait Naoki Urasawa. Là. Donc selon si le magazine est hebdomadaire ou mensuel, bien sûr, ça change. Ensuite, donc, il y a la publication en volume. Et ça, c'est ce qu'on connaît dans le marché français. J'aurais dû vous en amener un. Je crois que j'ai un livre, mais il n'est pas... C'est un auteur coréen, mais bon, ça pourrait être grosso modo ça, on va dire. Donc ça, c'est ce qui arrive chez nous. Et puis après, bien sûr, et c'est vrai que c'est aussi pour... quoi le manga connaît aussi un gros essor, c'est qu'il y a les adaptations en série animée, et donc là, les ventes des mangas bénéficient de la diffusion des séries, les séries qui arrivent, qui sont nombreuses. Alors bien sûr, depuis, on va dire, les années 80, il y a toujours eu des séries japonaises à la télévision française, et maintenant, sur Netflix, plein partout. Donc, grosso modo, tous les mangas populaires ont droit à leur déclinaison en animé. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez préciser quelque chose. Il y a peut-être des gens qui connaissent mieux que moi le sujet des animés. Donc là, quelques chiffres, alors en fait, là, qui viennent du Japon. Donc le marché des mangashi, donc les publications par chapitre en 2020, 172 millions d'exemplaires au Japon. Là, les tankobon, là, donc en volume, 380 millions. On voit aussi le tirage donc, du Weekly Shonen Jump, donc là, qui est un hebdomadaire de prépublication, qui a quand même donc culminé à 6,2 millions d'exemplaires.
Alors après, on sait aussi qu'au Japon, les choses ont tendance quand même, le marché se calme et il n'est pas en crise, mais il y a quand même une grosse réflexion. C'est plus l'âge d'or au niveau des ventes. Si on compare en fait avec la France, on voit par exemple que la France c'est quand même un gros marché du manga. Quand on voit par exemple que Dragon Ball ou One Piece ont vendu plus de 20 millions d'exemplaires. Là même, oui, là le chiffre de 2018 c'était 22 millions pour Dragon Ball. Maintenant on est sans doute à plus de presque 25 millions, je pense. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche en France en tout cas? Alors c'est vrai qu'on a, on a des considérations économiques simplement avec des volumes qui sont moins chers, plus bon marché, qui paraissent à un rythme aussi très soutenu. C'est vrai qu'on peut avoir 4 mangas par an, ce qui fait que l'attente des lecteurs, du public, elle est comblée beaucoup plus rapidement que quand on attend 1 an et demi. C'est vrai que le schéma de la BD franco-belge est quand même beaucoup plus long. Et puis c'est vrai qu'on a cette attraction, et aussi je pense, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dans la BD franco-belge, c'est ce talent pour on va dire, le coup de théâtre, pour vraiment rendre dépendant. C'est-à-dire que quand on referme le volume d'un manga, normalement on a hâte de lire le suivant. Et alors s'il est paru, c'est très bien, autrement il va falloir attendre un petit peu. Mais c'est vrai on a quand même cette dimension sérielle qui est vraiment poussée à bout. Pardon. Et pourquoi ça marche vraiment en France? Parce que ces arguments-là, ils pourraient expliquer le succès, je sais pas moi, en Hongrie aussi. Ah oui, Pourquoi oui, en France, ça, comme moi je connais pas le marché hongrois, en revanche, non, mais, ouais. C'est le deuxième pays. Ah bah ouais, ouais, manga, c'est vrai qu'en pourquoi pas en France, Angleterre ou en Allemagne? je sais pas si en France il n'y a pas eu des... Ah, monsieur, vous voulez réagir peut-être Parce que je pense avoir la réponse. Ouais, bien sûr, En l'occurrence, ça s'explique par le japonisme, qui est une histoire française, des liens artistiques entre le Japon et la France, dès le 19e siècle, qui se sont développés, une histoire des liens artistiques, littéraires, dès le 19e siècle, entre la France et le Japon, qui sont développés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et qui ont repris ensuite l'opération japoniste de 2018 à 5 ans maintenant. Encore de... Et puis peut-être qu'en France on a eu l'arrivée des animés peut-être plus tôt que dans d'autres pays, alors c'est peut-être aussi un prolongement du japonisme. Directement du japonais. C'est un des pays qui a traduit directement sans avoir à passer par le filtre de l'anglais. Bah oui, c'est ça. D'ailleurs, on a vu là, Albator, hein, dont on a pleuré la mort de Leiji Matsumoto. Albator, finalement, c'est le capitaine Harrock. Albator, c'est le chanteur Eric Chardin qui a décidé, finalement, pour la musicalité des mots, de l'appeler comme ça. Donc c'est vrai que peut-être que les enfants de ceux et celles qui ont regardé dans les années 80 les premières séries animées, finalement, ont transmis ce goût. Et c'est vrai que maintenant, on arrive quand même... Alors, c'est vrai que, bon, aux États-Unis, le marché du manga est aussi important. Hein, il ne faut pas, bien sûr. Mais à l'échelle de la France, c'est vrai quand même qu'on atteint des chiffres assez énormes. Qu'on dit, oui, que maintenant, c'est vraiment plus d'une bande dessinée sur deux, c'est un manga qui est acheté. Et d'ailleurs, si vous allez dans des librairies de bandes dessinées, souvent, vous pouvez avoir des jeunes lecteurs, jeunes lectrices qui sont là avec leur liste de mangas. Et c'est très bien, d'ailleurs, que... le manga ait bénéficié du pass culture. Donc maintenant, après cette introduction, voilà qui est... Oui, pas. Monsieur, de me reprendre. Vous parliez de la prépublication Oui. au Japon. Enfin, de ce que j'en sais, parce que je ne suis jamais allée là-bas, de ce que j'en ai lu, il n'y a pas du tout aussi le même rapport à la lecture entre le Japon et la France. Apparemment, au Japon, c'est des magazines qui sont lus, mais qui peuvent être jetés. Oui, c'est vrai, ouais. En France, ça arrive, donc c'est sous forme de livre, et je pense qu'on a encore cette culture, c'est-à-dire de l'objet du livre. Généralement, bon, quand on achète des séries, on les garde, ou alors on va les vendre, mais c'est pour s'en racheter. Et on l'a très bien vu, surtout depuis le Covid, on tient à nos librairies. Au Japon, apparemment, les librairies, c'est pas trop ça en fait. Les Japonais n'ont pas cet attachement au livre en fait. Ils n'achètent pas vraiment de livres apparemment en réalité. Ouais. Apparemment c'est plus compliqué que chez nous là-bas. C'est un des plus gros marchés du livre au monde. C'est un des plus gros marchés du livre au monde, concrètement, au Japon.
les Shonen Jump et compagnie, c'est juste que c'est pas cher. C'est du papier, c'est de mauvaise qualité. C'est ça, ouais. C'est le... C'est tout. Les journaux font des ventes astronomiques. On parle de plus de 20 millions d'exemplaires vendus pour chaque quotidien, chaque jour. Les livres, les librairies vendent à prix unique des livres qui sont à 2 euros. Les ventes sont astronomiques. Les librairies ont mis... Franchement, on rêverait d'avoir des librairies comme au Japon sur 4 étages. Sur 4 étages. Non seulement ils sont attachés aux livres, mais ils en achètent. Et ils en achètent beaucoup. Et ils les revendent. Et ils les font circuler. Les éditeurs japonais, ça fait partie des meilleurs éditeurs du monde. On passe peut-être au... Non, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a comme plus une culture aussi. Le manga se lit dans les trajets, en métro, et voilà. Et c'est peut-être... voilà, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que les livres ne sont pas conservés. Je pense aussi, hein, voilà, c'est ça. Mais peut-être que nous, il y a eu aussi la notion d'auteur qui est arrivée plus tôt, et ce qui fait que finalement, il n'y a pas d'atelier, mais de production aussi, qui font que finalement, pour un RG qui a eu des gens qui travaillaient pour lui, de talent, en France, ça se fait pas beaucoup, donc le rythme de production est quand même bien moindre, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, il y a peut-être, je pense, dans le nouveau lectorat, donc les jeunes lecteurs, jeunes lectrices, eux, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir leur dose rapidement et ne pas attendre trop longtemps. Et c'est vrai que nous, on a été quand même habitués pendant longtemps à un rythme finalement assez tranquille, qui faisait aussi naître l'impatience ou le mystère, mais en tout cas qu'il en soit, on n'est pas dans la même temporalité. Alors, juste passons un peu sur notre sujet. Donc là c'est juste pour parler. C'est vrai que l'image n'est pas de super qualité, désolé. Les autres, ça sera un peu mieux. Pour parler en fait du manga polar avec quand même, c'est pas l'objet de la rencontre, mais quand même la figure du détective privé qui se transporte, hein, bien sûr, qui s'exporte dans tous les pays. Et alors là, c'est Lupin the Third, qui est une série créée en 1967, et donc Lupin, comme c'est censé être le petit-fils d'Arsène Lupin, on verra en fait quand même que l'imaginaire polar occidental a influencé les auteurs japonais. Alors après, au Japon, il y a eu bien sûr un imaginaire typiquement japonais dont on parlera aussi. Il y a quand même cette figure du détective, qui est partout, mais qu'on retrouve aussi dans les mangas. Lupin the Third, donc ça a été édité en France il y a très peu, finalement, cette anthologie. On a par exemple le personnage de Moriarty. Alors là, c'est pas le Moriarty tel qu'on le connaît finalement de l'imagerie de Conan Doyle, mais c'est pourtant d'après Conan Doyle. On voit donc un duo d'auteurs qui finalement a voulu moderniser l'image du détective à l'ancienne, et là en prenant la figure donc de l'ennemi de Sherlock Holmes pour en faire un manga. Et donc là on est plus sur une réécriture où les auteurs japonais prennent leur distance pour trouver un nouveau public, et sans doute faire lire peut-être aussi le corpus de Conan Doyle par des jeunes auteurs qui, après avoir découvert Moriarty, vont dire tiens, c'est quoi finalement Sherlock Holmes. Alors il y a aussi par exemple ce genre d'adaptation, après sachant que là c'est Sherlock Holmes, une étude en rouge, mais beaucoup de classiques de la littérature, et pas seulement policiers, sont adaptés en manga. C'est vrai que c'est quelque chose qui est ultra fréquent. Et maintenant, de toute façon, en France, on a aussi beaucoup d'adaptations en bande dessinée, alors parfois de classiques, mais parfois de romans beaucoup plus récents. Pour continuer avec cette figure du détective, donc quand même qui vient, on va dire, quand même un petit peu de l'imaginaire occidental. Je voulais prendre l'exemple de Trouble is My Business, donc d'un dessinateur qui s'appelle Jiro Taniguchi, qui est quand même connu en France pour des mangas qui n'ont rien à voir avec le polar, qui sont beaucoup plus introspectifs. Il y a par exemple Le Sommet des Dieux, qui a été adapté en film il n'y a pas très longtemps, mais aussi Quartier lointain. Et Jiro Taniguchi, donc c'est un auteur qui a touché au polar, on va dire, au début de sa carrière, quand il cherchait un petit peu, pas sa voix, mais en tout cas, il multipliait les collaborations avant d'être reconnu. Alors, sachant
c'est aussi une spécificité, c'est que c'est un auteur qui est beaucoup plus connu en France qu'au Japon, où finalement au Japon, il est moins porté au nu qu'en France, alors qu'en France, c'est un des auteurs qui est arrivé, pas des premiers, parce qu'il il y a eu d'autres auteurs avant lui, mais Quartier lointain, quand a été publié par Casterman, et il y a eu plein de choses. Et donc, Trouble is My Business, c'est sur un détective. Un détective, donc le scénariste s'appelle Natsuo Sekigawa, et donc le détective s'appelle Jotaro Fukumashi. Et donc en fait on le voit, c'est un peu un détective un peu loser, son bureau en fait est dans le cabinet d'une dentiste, et voilà, on est vraiment plus sur l'anti-héros, mais quand même avec cette... il arrive à être efficace, et donc il a aussi cette particularité de mordre ses ennemis, c'est un peu sa prise en fait. Et donc là, Taniguchi, que j'avais interviewé donc, par mail, donc c'est un peu différent, enfin, c'est pas très facile, m'a expliqué qu'en fait, s'il avait eu l'idée de lui faire mordre ses victimes, et donc de lui adjoindre le surnom de Shark, requin, c'est parce qu'en fait il y a un jeu de mots en fait, avec son prénom donc, du héros, c'est Jotaro, donc le Jo renvoyé à Jaws, les Dents de la Mer, hein, le film, les mâchoires, le film de Spielberg. Et quant à Fukamashi, en fait il me disait en fait que donc Fuka signifie requin en japonais. Donc c'est pour ça en fait qu'il avait eu cette idée-là. Alors quand l'édition française de Trouble is My Business est sortie, c'était en 2013, donc on était vraiment sur le tard, alors que cette série, lui, il l'a faite à la fin des années 70. C'est donc quelque chose qui est important pour lui, comme il le dit, mais qui est finalement pas très représentatif de ce qu'il a fait. On est plus là dans le style un peu du Gekika, la bande dessinée adulte, qui n'a pas de tabou, alors qu'avant, en fait... on verra par exemple des images d'Osamu Tezuka qui lui était finalement avec un dessin un peu plus rond. Et j'avais rencontré donc, par mail, Jiro Taniguchi qui disait que quand les livres sont sortis en 2013, ça lui paraissait très important de préciser que c'était pas une nouveauté, qu'à l'époque il manquait de maturité techniquement. Mais surtout, en fait, son rapport au polar, il disait « Je n'étais pas très calé en la matière, mais j'ai lu de nombreux romans policiers américains. Pour mieux les comprendre, j'ai été profondément séduit, notamment par ceux de Raymond Chandler, d'Achille Hammett. Et Trouble is My Business, c'est justement le titre d'un recueil de nouvelles de Chandler, qu'on connaît sur Les ennuis, c'est mon problème, en version française. J'ai aussi vu plusieurs films adaptés de ses romans. Et alors moi, je l'avais interrogé, je pensant que c'était... l'acteur du privé d'Altman qui l'avait inspiré, lui m'avait dit en fait que c'était Jean-Paul Belmondo. Voilà, donc voilà, c'était pas... Et ça, donc, Trouble is My Business, ça a été édité aux éditions Kana, et on est quand même dans le polar à l'ancienne, le polar hard-boiled, et ça, je vraiment vous le conseille, c'est des recueils d'histoires qui sont indépendantes, même s'il y a toujours le même personnage, donc de Jotaro, qui est quand même très, très, très attachant. Sachant que je vous parlais donc Jiro Taniguchi et son rapport au polar, dans les années 90, il en a fait un autre, qui s'appelle Un assassin à New York, avec un autre scénariste, Jinpachi Mori. Et là c'est un tueur à gages japonais, mais qui opère donc à New York. Donc là, on a quand même toujours aussi, finalement, cette on va dire, interférence du polar new-yorkais avec le polar japonais. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit en préambule, on va parler quand même aussi de ce qui est typiquement japonais, parce que ça serait vraiment malhonnête de ne voir que le polar via le prisme occidental. Il y a quantité de choses qui sont adaptées justement des reflets de la société japonaise. Là, c'est quelques planches donc, de l'assassin à New York. Un des détectives, voilà, typiquement japonais, c'est donc Kindashi. Kindashi, en fait, lui, c'est donc Hajime Kindashi, c'est le petit-fils d'un détective qui est important dans la littérature japonaise, qui s'appelle Kusuke Kindashi, qui a été créé en 1946 par un écrivain Seishi Yokomizo. Donc moi, je connais pas très bien la littérature japonaise, mais je sais que c'est un des écrivains. Et donc on a vraiment quand même des détectives typiquement japonais, là on est, même si finalement on peut les comparer
à des Sherlock Holmes, à d'autres. Là, c'est vraiment le pur fruit de la culture japonaise. Un des plus connus, si on continue sur les détectives, c'est le détective Conan. Donc là, c'est de Gosho Ayohama. Donc là, c'est une série créée en 1994. Là, qui est aussi dans le côté whodunit. On voit quand même l'imagerie, là, pour le coup, très Conan Doyle, avec, voilà, c'est vraiment le cliché du détective, mais pourtant, c'est totalement autre chose. On y suit donc les exploits d'un jeune lycéen qui, finalement, après avoir été empoisonné, retrouve son corps quand il avait 7 ans. Alors, heureusement, pas son cerveau, parce que c'est pour ça qu'il va pouvoir mener son enquête et déjouer le complot de l'organisation qu'il a empoisonné. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc, quand il devient ce détective miniature, on va dire, il répond au nom de Conan Edogawa, et là, c'est une référence à l'écrivain Edogawa Ranpo, écrivain japonais de polar. Donc il y a quand même des filiations. Et c'est vrai que quand j'avais fait l'article pour le magazine Alibi, je m'étais appuyé quand même sur des gens, des vrais spécialistes comme Xavier Guibert, qui collabore à la revue Atome, qui est vraiment sur le manga, qui fait beaucoup de commissariat pour le festival de la BD d'Angoulême, sur le manga. Et il me disait que le polar est très tôt présent dans la littérature japonaise. Les ponts avec le manga se sont multipliés, et donc pour lui un des plus évidents, c'était donc les enquêtes de Kindashi. Après on voit par exemple, et ça c'est une série qui est toute récente, qui vient de sortir, qui s'appelle Le Gourmet Détective, qui là est pour un public, on va dire, familial, où là c'est un Sherlock Holmes culinaire, où il devise en fait en mangeant des bento, voilà, il arrive, ce détective qui s'appelle Goro Akeshi, voilà, qui fonctionne vraiment en fait avec ses papilles pour déjouer les mystères. Donc là, pour l'instant, je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis, et c'est une autrice, Akiko Higashimura, qui a sorti. Donc là, c'est finalement un détective pour un public qui peut être aussi, je pense, adolescent. Et là, il n'y a pas de limite de genre ou de sexe. Et ça se lit très bien. Et là, on est vraiment sur une figure du détective un peu plus moderne, un peu plus, on va dire, un peu dépoussiérée par rapport à ce que pouvait, par exemple, représenter Jiro Taniguchi avec Trouble is My Business. Alors, le polar, en manga, il y en a beaucoup. C'est vrai que là, j'ai retenu juste deux mangas de Atsushi Kaneko. Là, un qui s'appelle Wet Moon, qui est une enquête, mais avec aussi quand même un focus sur une imagerie très étrange, qui renvoie, en tout cas à nos yeux, au fantastique, en tout cas, aux images un peu surréalistes d'un David Lynch. Il a fait aussi cette série qui s'appelle Soil, où une famille disparaît, donc des enquêteurs essayent justement d'expliquer ça. C'est vrai que pour moi, en fait, le manga et le polar, ça peut être assez large, et je pensais, par exemple, à des mangas, on va dire, qui sont plutôt historiques, comme Lady Snowblood, là, qui est une grosse influence pour le diptyque de Quentin Tarantino, Kill Bill, où là, donc, on a une jeune fille qui naît en prison d'une femme, sa mère a été violée, son père tué comme son frère, et finalement là on est vraiment dans le manga, on va dire, de vengeance, avec des scènes, et quelque part, parce que là on est vraiment dans la pure vengeance, ça peut, même s'il y a un contexte historique, on peut le raccrocher sans que ça soit trop capillotracté au polar. Et d'ailleurs, ce qui est le scénariste de cette bande dessinée, Kazuo Kwoke, a fait une autre série qui peut s'apparenter au polar, même si finalement c'est aussi un récit de samouraï. C'est Lone Wolf and Cub, avec le dessinateur Gosemi Kojima, où là en fait on suit un samouraï déchu qui a dû quitter, son clan s'est fait massacrer, et donc il a perdu, on va dire, tout honneur, et finalement maintenant c'est un tueur à gages, avec
qui traîne avec lui dans un landau un enfant d'1 an. Et donc ce sont des récits interdépendants, enfin qui se suivent en tout cas, mais chaque chapitre finalement raconte une autre mission. À un moment, par exemple, il infiltre, pour tuer sa victime, il se fait emprisonner, ou alors il est du genre à avertir ses futures proies qu'il y a un assassin en ville, et que c'est lui l'assassin, justement pour avoir plus de facilité. Donc là, finalement, on est dans le manga historique, mais qui, finalement, est pas très très loin du polar, même si, bien sûr, là, on parle de samouraï, on parle de combat à l'épée. Quelqu'un, là, comme Osamu Tezuka, là, pour parler de quelque chose qui est plus récent et qui n'est pas là. Là, on parle de Blackjack. Alors, Osamu Tezuka, on sait pour caricaturer, on dit, pour aller vite, que c'est un peu le Walt Disney japonais. Mais en tout cas, c'est un auteur qui a été très, très, très prolifique, qui a été marqué par Walt Disney. Et là, par exemple, Blackjack, c'est les aventures d'un médecin, un médecin qui soigne tout le monde. Et c'est là en quoi il y a une dimension aussi un peu polar, c'est que finalement, on va voir dans la production japonaise beaucoup de plongées dans la pègre, dans la criminalité. Bien sûr, il y a les Yakuza. Et là, Blackjack, c'est vrai qu'on peut l'apparenter à un polar, parce qu'il soigne tout le monde. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques armes. Il y a des scènes, même si le dessin de Osamu Tezuka peut tirer parfois un peu vers le cartoon, ça peut s'apparenter au polar. Il a fait aussi l'histoire des Trois Adolphes, où c'est un journaliste lors des les Jeux Olympiques de 1936, un journaliste japonais qui découvre que son frère étudiant a été tué à Berlin parce qu'il aurait mis la main sur la fiche d'état civil d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, donc selon la bande dessinée, hein, bien sûr, aurait eu 1/8 de sang juif, et c'est tout ce que... Voilà, donc ça c'est le... Mais après, c'est vrai que là, on est quand même plus dans la fiction. Il y a toujours de la fiction aussi, mais ce qui me semble plus intéressant aussi d'aborder, c'est tous ces mangas qui sont... depuis les années 70, 80, 90, Banana Fish, ça commence en 1985, qui sont liés à la représentation de la criminalité, à la pègre. Là, on voit par exemple, dans Banana Fish, en fait, tout le suspense repose sur ce que signifient ces mots qui surgissent à quelques moments. Mais à part ça, en fait, il y a quand même un portrait de la délinquance juvénile. Il y a aussi une plongée dans la prison. Il y a aussi des sombres affaires de prostitution d'adolescents. Le personnage que vous voyez là, quand même, subit des violences sexuelles en prison. Et donc c'est Akimi Yoshida, l'autrice qui s'est consacrée à cette série, qui est d'ailleurs rééditée chez Panini ces derniers temps. Alors là, par contre, ça fait quand même 10 gros volumes. Donc c'est vrai que ce qui est aussi parfois un peu, je dis pas effrayant, en tout cas, il faut avoir de la place dans les bibliothèques et c'est parce que Lone Wolf et Cub, pareil, c'est des gros volumes. On a la chance aussi, alors je sais pas, moi c'est vrai que j'ai rarement eu des éditions japonaises dans les mains, mais en tout cas d'avoir maintenant le patrimoine japonais qui est de mieux en mieux mis en avant et mis en valeur en France. Parce que je vous parlais par exemple d'Osamu Tezuka, quand il est venu à Angoulême, je crois que c'était en 1982, en fait, il y avait que le Jean-Giraud Moebius, le dessinateur, et 2 autres qui avaient fait attention à lui, alors que c'était vraiment un géant de la bande dessinée, qui maintenant, s'il était vivant, aurait une exposition à Angoulême, et ça serait un événement incroyable. Quand Osamu Tezuka est venu à Angoulême, il n'a pas été du tout considéré à sa juste valeur, et maintenant, en fait, on a, et grâce aussi sans doute à l'essor commercial du manga, des livres, et le patrimoine du manga, de la BD japonaise, qui est de plus en plus travaillé par les éditeurs français. Il y a un vrai intérêt commercial à mieux éditer le manga. Alors parfois ça fait des éditions qui sont peut-être un peu chères, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai c'est pas l'âge d'or du manga pour nous, mais pratiquement. C'est que maintenant, il y a un corps pour les spécialistes, des séries qui ne sont pas éditées, rééditées, certes, mais on a quand même cette chance d'avoir vraiment beaucoup de mangas de grande qualité, datant on va dire, 4 ou 5 dernières décennies disponibles. Donc là, c'est vraiment le sujet de la pègre, effectivement. Dans Banana Fish, on a d'autres séries, en fait, où on va vraiment plonger dans les rapports, en tout cas là, Sanctuary,
Là, c'est un manga qui a commencé en 1990 et là qui est actuellement réédité chez Glénat. Ryoshi Ikegami, le dessinateur, a eu d'ailleurs une grosse exposition à la dernière édition du Festival d'Angoulême. Et là, Sanctuary raconte l'ascension en parallèle d'un gangster qui fait partie donc d'un clan de Yakuza et d'un assistant de député politique. En fait, on se rend compte assez rapidement que les deux sont de mèche et les deux sont aussi en train d'agir pour un Japon nouveau. En tout cas, c'est ça, hein, bien sûr, dans la fiction. Et ça aussi, je peux vous conseiller, en fait, en termes de manga polar, c'est très bien dessiné et puis aussi c'est très prenant, alors, avec aussi cette facilité, en tout cas ce talent qu'ont les auteurs japonais à avoir des galeries de personnages qui sont extensibles, qui permettent aussi d'avoir une série qui peut s'étendre sur 5, 10 ans parfois. Et c'est vrai que là maintenant qu'on lit les volumes, ça fait beaucoup de pages, mais ça se lit toujours très bien. Si on continue sur les séries vraiment typiquement sur la pègre, là il y a The Fable, là qui raconte comment un tueur à gages qui peut tuer en fait en 5-6 secondes sa proie, doit apprendre finalement à vivre normalement. En fait, ses commanditaires lui imposent une année sabbatique, donc ça aussi je peux vous le conseiller. Mais on voit en fait que c'est vraiment la criminalité, la pègre, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, et parfois c'est de plus en plus réaliste. Il y a donc cette série qui a connu 30 tomes, là, Ushujima, donc l'usurier de l'ombre, nous raconte vraiment, en fait, nous montre une vraie dimension de la population japonaise, le surendettement, donc avec cet usurier qui pratique des tarifs exorbitants et qui, bien sûr, utilise des méthodes violentes pour récupérer son argent. Et donc là, c'est vraiment une plongée ça peut être, bien sûr, parce que le surendettement touche toutes les classes sociales, que ce soit les fans de jeux, les addicts, les toxicomanes. Et ça, c'est une série qui a vraiment duré très longtemps, jusqu'à ce que l'auteur lance ça en tout début d'année, Kujo l'implacable. Kujo l'implacable, là, c'est une autre série donc de cet auteur, il faut que je cite, Shoei Manabe. C'est une série sur un avocat de la pègre, qui travaille pour... qui a l'argent et surtout n'a pas beaucoup de moralité. Alors peut-être que vous me direz que c'est normal aussi pour les avocats de défendre toutes les personnes. Donc son credo, c'est: dans mon esprit, la loi et la morale sont séparées très clairement. L'avocat a pour mission de défendre son client, même si son client est difficilement pardonnable d'un point de vue moral. Là, on est sur... c'est vrai que c'est un héros... Enfin non, c'est un personnage plutôt dégoûtant, en fait, hein, cet avocat, ce protagoniste. D'autres personnages sont là pour finalement apporter un peu quand même de bienveillance, mais on est vraiment dans un manga qui appuie là aussi où ça fait mal. Et l'auteur, en tout cas, c'est ce qui se raconte. Moi, je vais le vérifier parce que je vais bientôt l'interviewer. Apparemment, l'auteur aurait, lui, mené pas mal d'entretiens avec des vrais avocats pour ramener des vraies anecdotes dans ce manga. Donc là, on est plutôt dans un manga vraiment réaliste, en fait. C'est vrai que là, je vous ai parlé de manga qui jouait aussi avec le coup de théâtre, la dramaturgie, mais là, il y a quand même des mangas qui sont quand même très réalistes, et celui-là, en tout cas, se veut réaliste, et je crois que l'auteur a vraiment beaucoup ramené de matière première authentique. C'est ça, c'est l'authenticité. Alors après, bien sûr, il y a le filtre de la fiction, mais donc ça commence juste. Donc je ne sais pas combien de temps il va tenir. C'est vrai que au Japon, c'est ce que me disait Xavier Gilbert, il y a quand même, et Timothée Guedon, l'éditeur de chez Kana, la vente, la possession d'armes est extrêmement régulée. Il y a finalement peu de criminalité, bien sûr, même s'il y a du crime organisé, même si on est vraiment sur une autre société que la société française. Et par rapport aux armes, il y a ce manga qui est très intéressant parce que son auteur, en fait, Kazushi Hanawa,
a raconté son séjour en prison suite à la possession d'armes, la détention d'armes. C'est un collectionneur d'armes, et donc il a été arrêté, il a fait plusieurs années de prison, et c'est ce qu'il raconte aussi dans ce manga. Alors là, qui est, on va dire, là c'est plus un après-polar en tout cas, puisque là on est vraiment sur la vie dans la prison, une autobiographie plutôt sans filtre. Si on parle de crimes, de mangas qui sont basés sur des faits divers, c'est vrai qu'il y a une petite tendance parfois à jouer avec les espaces-temps. Le voyage dans le temps, alors c'est vrai que le voyage dans le temps aussi, c'est une astuce scénaristique qui peut permettre d'allonger aussi, finalement, de nous mener, nous, lecteurs, lectrices, un peu en bateau. Et justement, là, c'était... Oui, c'est celui avec dans la prison que je voulais vous montrer. Le bateau de Thésée, là, qui est un manga qui a été édité en France, c'est juste 10 tomes. Là, qui est très intéressant parce qu'en fait, on a donc cet auteur Toshiya Higashimoto qui raconte en fait un fait divers, un policier qui en 1989 aurait tué 21 personnes en les empoisonnant, et toute l'histoire en fait repose sur son fils qui 28 ans plus tard va à sa rencontre et tente quand même de comprendre aussi, de savoir pourquoi son père a tué 21 personnes lors d'une fête scolaire, donc avec beaucoup d'enfants. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement il se retrouve transporté dans le passé, et il arrive quelques semaines avant que son père a tué, a empoisonné, donc juste avant que son père commette les faits. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qu'on voit aussi chez les auteurs de manga. Alors le voyage dans le temps n'a pas été inventé par les auteurs japonais, mais en tout cas ils arrivent à l'utiliser pour créer des thrillers qui sont très 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 addictifs. Il y a aussi par exemple celui-ci, Tokyo Revengers, où là le protagoniste repart dans le passé pour empêcher le meurtre de quelqu'un qui lui est cher. Là, on est aussi sur on va dire un sous-genre du manga, le furio manga, c'est-à-dire le manga qui se concentre sur la petite délinquance. C'est vrai que nous, peut-être qu'en France, on n'a pas autant de sous-genres, mais c'est vrai que le manga est riche de genres, et qui sont... alors après, ça, c'est aussi pour un public adolescent, ou jeune adulte, ou adulte tout simplement. Et dans le manga, finalement, si on met de côté cette figure du détective qui pourrait être envahissante, finalement, on voit que les auteurs japonais, ce qu'ils aiment, c'est poser des questions morales. Par exemple, il y a cette dessinatrice, cette autrice, Nam, qui a sorti en 3 tomes un manga qui s'appelle Adaban. Adaban, alors, si je vous montre par exemple cette image, vous comprendrez un peu plus ce qu'il en est. En fait, c'est l'histoire, c'est une lycéenne dont on trouve le corps démembré, et c'est une de ses amies qui va au commissariat pour avouer être la coupable. Et bien sûr, comme le manga commence là-dessus, vous en doutez bien qu'à la fin du 3e tome, toutes les cartes ont été rebattues, mais il y a vraiment cette question morale. Et d'ailleurs, en France, c'est marrant, c'est que le manga était présenté avec un bandeau qui demandait « Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à tuer quelqu'un ?» Et en fait, on s'aperçoit, alors je ne veux pas trop en dire, mais que la victime, celle dont on a retrouvé le corps, était victime de mauvais traitements, d'harcèlement. Alors ça n'explique pas, bien sûr, mais si vous lisez le manga, vous comprendrez que c'est tout à fait autre chose. On a aussi cette question, alors dans un manga qui est très très populaire aussi chez le public adolescent, et qui pourrait s'apparenter, finalement qui peut s'apparenter peut-être en tirant un peu vite au polar, c'est Death Note. Death Note, en fait, où un lycéen trouve, alors il y a une dose de fantastique, hein, un cahier dans lequel, en écrivant le nom d'une personne qu'il connaît, il la condamne, et cette personne va mourir. Et on voit d'ailleurs dans Death Note, il y a un vrai policier qui cherche à expliciter ces meurtres, parce que bien sûr les victimes meurent tout d'un coup de raisons souvent inexpliquées, parce qu'en fait c'est lui qui décide. Et c'est ça aussi qui est intéressant finalement dans le manga polar, si on veut. Il y a la dose de réalisme, et puis après il y a
un peu ces jeux de rôle qui nous sont proposés à nous, lecteurs et lectrices, où en fait, bah oui, qu'est-ce qu'on ferait à la place? Qu'est-ce qu'on ferait si on se retrouvait avec ce cahier? Bien sûr, je pense que personne n'a envie de tuer quelqu'un, mais en même temps, il y a des fois, on a peut-être, malheureusement, c'est peut-être dans cet endroit de qu'est la Bilipo, des envies de meurtre qui sont peut-être ultra soudaines, ou alors pour des personnes qui, selon nous, le méritent, hein, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant dans le manga. Alors c'est vrai que c'est Death Note, a priori, on ne le voit pas comme finalement comme un polar, parce qu'il n'est pas très réaliste. Vous voyez le démon là à gauche, avec qui le héros est en contact. Mais c'est ces questions morales qui reviennent en fait et qui font aussi que le polar dans le manga est quand même présent, ou le polar ou le thriller, il est présent via les coups de théâtre, via le rebondissement. C'est pas forcément. C'est vrai que dans les meilleures ventes en France, on ne trouve pas finalement de polar pur jus. Et d'ailleurs, c'était un de mes interlocuteurs, on n'a pas de collection dédiée au polar. Mais maintenant, malheureusement, en bande dessinée franco-belge, il n'y a pas non plus de collection dédiée au polar, comme il y a pu en avoir, où il y avait vraiment la collection Rivage Casterman. Donc finalement, c'est vrai que c'est pour moi un champ qui est très intéressant, très stimulant. On voit quand même que de par cet esprit de feuilletonnage, il y a aussi un talent des auteurs japonais à trouver des rebondissements qui font que un livre, une série, il faut souvent une dizaine de tomes pour la finir. Parfois, il y a aussi les excès inverses où une série est un peu maintenue sous respiration artificielle parce qu'elle fonctionne. C'est vrai que dans les prépublications au Japon, il y a aussi très souvent des sondages de popularité. Et donc, forcément, plus une série est populaire et marche, plus c'est dur de l'arrêter. Ce qui arrive aussi en France. Mais c'est vrai qu'en France, comme on n'a pas en France, ça arrivait, je crois, dans Spirou, par exemple, dans le journal de Spirou, d'avoir des sondages où les lecteurs pouvaient... Là, finalement, à part les ventes, il n'y a pas. Alors que là, c'est vrai que les responsables éditoriaux de magazines japonais peuvent se rendre compte, presque en temps réel, on va dire, de l'impact d'une série, ce qui influe aussi, je pense, sur son rythme, en tout cas son nombre de volumes parus, parce que c'est vrai que c'est difficile parfois de finir une série. Tout à l'heure, je vous parlais de Atsushi Kaneko, et lui, en fait, il avait, par exemple, pour sa série Soil, il avait, lui, décidé de la fin très tôt, en tout cas, en essayant justement qu'elle soit, qu'il ne continue pas sa série coûte que coûte, et qu'elle se finisse, et voilà, dans des temps. D'ailleurs, son autre série qui s'appelle Wet Moon, que je peux vraiment vous conseiller comme, on va dire, première porte d'entrée. Là, c'est juste 3 tomes, ce qui est quand même vraiment très bien pour une première, avec un univers quand même très, très spécial. Après, il y a aussi, c'est vrai, que Monster de Naoki Urasawa, qui finalement peut s'apparenter au polar, et qui est aussi une très, très bonne porte d'entrée. Donc voilà, écoutez, moi j'ai un peu dit ce que je voulais vous dire. Après, c'est vrai que j'ai un regret, c'est que comme je prépare mon déménagement qui a lieu demain, il y a plein de mes livres qui étaient dans les cartons, donc c'était pas facile. Donc voilà, j'ai peut-être fait des oublis, malheureusement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de collection, effectivement, sur le manga polar, mais il est un peu partout. Et on voit que même le public adolescent peut être touché par Moriarty, dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est, par exemple, là, c'est une bande dessinée pour les adolescents, ou même le gourmet détective. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut plaire à un jeune public, sachant qu'on a quand même un vrai corpus de mangas très noirs à la portée, qui soient des mangas réalistes ou parfois un peu moins, mais en tout cas, il y a vraiment une grosse offre que je vous invite à aller voir dans les librairies, bande dessinée ou pas. Voilà, je ne sais pas si, comme il y a des lecteurs, si... Moi j'ai une question, les mangas ont très peu de tomes comme ça, Oui. il y en a 3, ils sont minoritaires au final? Ou dans c'est l'ensemble c'est des grandes séries? c'est rare finalement, en fait, il y a ce qu'on appelle le one-shot, où vraiment avoir un livre, voilà. Après, c'est vrai qu'une série en 3 tomes... Deux, enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai que je vous parlais de l'autre, c'est la dessinatrice Non, pareil, elle a fait... c'est le... Attendez, hop, c'est plutôt rare quand même. Hein. Ouais,
Adabana, c'est en 3 tomes. Il faut quand même... ouais, c'est... Après, on n'est pas... Là, c'est vrai que les séries qui marchent le plus atteignent parfois les la centaine. C'est ça. On est sur... One Piece, je crois qu'ils sont à 103, ou voilà. C'est dissuasif. Ben oui. Après, ce qui est parfois un peu frustrant, c'est effectivement que la série se finisse un peu trop tôt, peut-être. Mais en même temps, quand elle est bien bouclée, je pense que ça apporte quand même, c'est plus gratifiant que quand elle est... C'est vrai que moi qui suis... j'ai lu la série de Naoki Urasawa, 20th Century Boys, qui était vraiment une très bonne série. Et c'est vrai que dans le papier que j'avais fait, Xavier Gilmer me disait que c'était une série qui aurait pu se finir au 14e tome, et elle a finalement continué jusqu'au 20e. Et après, il y a une autre suite qui s'appelait 21st Century Boys. Donc, c'est sûr que parfois, il y a des mangas qui sont peut-être prolongés un peu gratuitement, mais bon, je crois que les lecteurs ont toujours fait beaucoup de plaisir. Oui, vous voulez... Je suis d'accord sur 27, c'était beaucoup. Ouais, c'était trop long, hein. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et Et Monster aussi, hein, je suis désolée. Mais... Bon, 8 tomes. Ouais, mais c'est long. Ouais, Ah c'est bon, long, d'accord. Il y a un D'accord. moment, il y a des trucs où on voit que c'est vraiment... pour Ouais, faire c'est des, ça, bah ouais. C'est vrai que ce qui peut être un peu frustrant, c'est d'avoir en fin de... un peu en fin de chapitre, tout d'un coup, un personnage qu'on ne connaît pas, qui apparaît, qui finalement va rapporter du mystère, forcément, mais ouais. C'est des feuilletons en fait. Comme... Ah, mais c'est vraiment du feuilleton, hein. Oui, c'est vraiment du feuilleton. C'est aussi ce qui est le côté jouissif, quand même, de ces publications, c'est qu'on est vraiment dans le feuilleton, comme on a pu connaître le feuilleton populaire, bien sûr, mais oui, c'est du feuilleton. Alors, c'est vrai que Adabana, en 3 tomes, c'est plutôt une exception. On a, après, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, si vous allez sur Instagram ou Twitter, vous voyez les fans de manga, quand ils montent leur collection, ça prend beaucoup de place. Hein. Bon, ce qui est pareil avec le comics, avec la bande dessinée franco-belge. Hein. Mais oui, on a des auteurs très prolifiques. L'Attaque des Titans, la série, s'est arrêtée, je crois, au 34e tome. Et c'est, ce qui est pas si mal, hein, parce que ça aurait pu être encore plus long. Hein. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un, si vous voulez réagir ou donner, même s'il y a des lecteurs qui veulent donner leur... Vous avez lu... Bah non, si vous avez lu... Non, j'ai lu quelques-uns des choses que vous avez... Ouais. Mais je suis pas du tout une spécialiste là-dessus. Mais par contre, quand on les prend à la bibliothèque, c'est une sacrée galère. Pour une série de 10-15 tomes... Eh ouais. C'est une vraie expédition. Bon, il faut quand même rappeler qu'à la Bilipo, il y a un sacré fond manga, qui est quand même... que vous pouvez consulter, hein, je ne me trompe pas, ici. Hein. C'est ça, hein, c'est... Ouais, parce que j'ai mis le nez dedans, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Là, c'est... ça serait peut-être... J'espère qu'un jour, vous pourrez un peu l'augmenter, si... Ça serait bien qu'un jour, peut-être pas le fond que vous avez vu, Oui. parce qu'il y a aussi beaucoup de titres qui sont disparus et qu'on ne peut plus racheter. Ah oui. Donc peut-être qu'à un moment, un fond manga polar, puisqu'on est un peu obsédé, nous. Bah oui, bien sûr. Qui serait en prêt et qui serait disponible, ça pourrait être aussi sympa. Bah ouais, carrément. J'ai vu un monsieur qui levait le bras. Non, n'oubliez pas que vous avez une question. Je vous laisse finir. Oui, puisque vous parliez de lecture possible, je pensais au manga Psycho Pass. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui. Qui a l'intérêt de renverser un petit peu ce qu'on dit habituellement sur l'absence de violence au Japon, qui n'est évidemment pas vrai. Qui dévoile la violence intrinsèque de la société japonaise, puisque il met en scène aussi le fait que la violence de la société japonaise est étouffée. Alors, c'est évidemment les personnages eux-mêmes qui l'étouffent là-dedans, mais ils révèlent cet aspect-là de la société japonaise, même si c'est d'anticipation, je crois que c'est censé se passer dans 20 ans, mais... C'est vrai que vous pouvez penser aussi à MPD Psycho, là, qui était une série aussi sur un serial killer. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu lister. Et oui, c'est vrai que ça vous arrive, il y a quand même cette violence sourde qui est quand même là. Hein. On n'est pas là pour... c'est pas... Mais elle est réellement étouffée par la police. Enfin, oui. Avoue et tu sors de prison. C'est un grand classique dans les combats au Japon. Ah oui. Psycho Pass, c'est ça? Psycho Pass.
Et c'est une série en combien de tomes, ça? Je me souviens pas, moi. Je sais plus, mais il y a un anime. 2 cycles? Oui, je crois qu'il y a 2 cycles. Ouais. Non? Je me trompe? On les a là, si vous voulez les consulter sur place. C'est comme psychologue, et puis passe théâtre de l'Est. C'est psycho, c'est pas psycho. Enfin, comme c'est anglais, c'est psycho. Ah, psycho, Ouais. merci beaucoup. J'avais oublié. Oui, justement, il y a beaucoup de titres en anglais. Oui. Est-ce qu'ils sont en anglais aussi au Japon? Ou c'est un choix éditorial? Bah, je crois que c'est un choix éditorial, hein, parce que là, après, moi, c'est vrai que là, j'avoue, par rapport aux idéogrammes, je suis pas pas du tout calé, hein, c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a peut-être en France les éditeurs qui choisissent un titre un peu anglais, ouais, pour un peu, c'est ça, là, c'est. C'est sûr que dans la langue japonaise, d'après ce que j'ai compris, il y a un alphabet spécial pour retranscrire les mots étrangers, donc on va dire historiquement parlant. Ils ont l'habitude de l'introduction de mots étrangers Ah oui. dans le langage commun. Ah oui. On peut retranscrire votre nom en japonais dans cet alphabet. Ah oui, c'est ça, voilà. Ouais, ouais, ouais. Oui, On voit bien la différence parce que c'est un alphabet qui est très pointu, alors que l'autre alphabet lui-même, lui, est beaucoup plus rond. Donc on voit tout de suite si c'est un mot étranger qui est transcrit dans... Même si on ne lit pas le japonais, quoi. Ah, On oui, voit oui. tout de suite que c'est sans doute un mot étranger qui est à l'intérieur de la phrase ou du titre. Ah oui, d'accord. Et eux, ils n'ont pas, comme nous, peut-être les Canadiens, l'obsession, je crois, hein, de la défense de la langue japonaise. Donc ils peuvent mélanger, mais c'est vu visuellement par un alphabet spécial. Ah oui, d'accord. Ouais, très bien. Oui. Question, c'est une figure, mais comme je ne connais rien, est-ce qu'il y a une différence entre polar et policier? C'est quoi la définition vraiment de polar? Oh, alors là, là, il y a d'autres spécialistes ici qui pourraient. Ah non, non, mais alors, moi, je sais pas. c'est quoi la différence Entre le polar et le policier, quoi. Polar, alors on va dire polar, c'est un terme générique, c'est un nouvel. Et ça, après, ça donne une indication très vague, mais tout le monde comprend en gros ce qu'on est en train de dire. Après, sur le genre, ça dit pas si c'est un roman d'énigmes, si c'est du suspense, si c'est du thriller, si c'est du cosy mystérieux. Ah oui. On va dire, je lis un bon polar. Voilà. C'est pas une définition de genre littéraire, en fait. C'est plutôt un argument commercial de facilitation entre lecteurs ou entre personnes pendant la discussion, quoi. Voilà. C'est vrai que même ce thriller, ça me parle pas trop. Enfin, moi, je me dis, il y a une enquête, il y a du... Et puis des fois, il n'y a pas d'enquête. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, en fait, à moins que vous fassiez la soirée pyjama ici, on n'est pas sorti. Non, mais disons que c'est plutôt les polars, c'est vraiment histoire de dire, oui, voilà, je suis pas en train de lire un truc de science-fiction, par exemple. C'est plutôt à ce niveau-là. Parce que du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais comme vous parliez d'enquête moderne, avec et tout, il y a un manga qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire, mais là, ça se passe dans la... Je crois que j'ai lu. Je pense, la Chine, c'est un peu une Chine historique. Ah non, c'est plus manger pour vous. C'est une femme qui enquête plutôt sur les... Enfin, elle va se trouver un peu au milieu complet de la cour, mais c'est plutôt elle enquête sur les poisons, les choses comme ça. Enfin, je suis le... Comment vous dites le... Carnet de l'apothicaire. Les Carnets de l'apothicaire, je veux dire, est-ce qu'on peut se dire que c'est un Ouais. polar à partir du moment où il y a des mystères, Bah oui, peut-être. Hein. Les carnets de la petite oui, Ouais. oui, pour moi, c'est... Bah oui, c'est ça, ouais. C'est notre spécialiste, hein. C'est sûr que la définition du polar, enfin voilà, si on parle de meurtre, après on peut le retrouver un peu partout. Hein. C'est pour ça que je vous parlais des récits de samouraïs, parfois certains, où c'est vraiment un tueur à gages qui vient accomplir une mission. On le mettrait, on le transbahuterait finalement à Chicago dans les années 30, on dirait que c'est un polar. Là, finalement, bah, c'est un samouraï. Donc ouais, pour moi, c'est vrai que le polar, c'est ça. Il n'y a pas de collection de polar, mais le polar, finalement, il est quand même partout, dans tellement d'intrigues, dans tellement de nos fictions, qu'elles soient sur écran ou dans les livres, que c'est ça. Hein,
Donc oui, le carnet de la Potiguère, je pense que vous avez raison, on peut dire que c'est un polar. Hein. Ah ouais, un récit policier en tout cas, c'est sûr. Hein. Bah ouais, si, oui, monsieur. Je voulais réagir à ce que disait madame à propos de l'écriture des katakana, qui sont donc qui servent à retranscrire les mots étrangers, mais c'est surtout des mots qui sonnent, c'est-à-dire rien qu'à la lecture, on a le son en tête. Ils servent pas seulement à écrire des mots étrangers, comme Aristoteles, etc., mais ils servent aussi à écrire tous les onomatopées. Donc, Oui. notamment quand dans les éditions traduites, ils sont maintenus. Quand on voit des O, en fait, ils sont écrits en katakana encore et toujours en français. Là, tout à l'heure, j'en ai vu un dans le slide où il y a un O en français. C'était. Là, par exemple. C'est ça, hein. The Q. Ouais. Ouais. C'est vraiment le son à chaque fois. Tout devant, là, Ça indique le son. Et oui. Alors pour les fans de manga, pas forcément polar d'ailleurs, puisqu'on est dans le 5e, on a la chance, enfin en tout cas pour ceux qui s'intéressent au manga, d'avoir une des librairies de référence, le Renard Doré, où là vous pouvez vraiment aller, et qui est juste en bas quand vous descendez la rue et qui est en face de Jussieu. Oui, c'est Jussieu. Et voilà, donc ils ont ouvert l'année dernière, juste quand vous sortez de la contre-allée, là, le Renard Café. Donc là c'est plus pour... Mais en fait c'est la même maison, donc là c'est vraiment une super librairie. Là il y a de tout, sur tous les genres. Ils ont un rayon aussi polar, voilà. Mais pas que, ils ont des goodies, des objets dérivés, des choses sur le Japon aussi. Voilà. C'est une petite librairie, enfin en termes de mètres carrés c'est pas très grand, mais vous avez des libraires tout à fait passionnés et spécialistes du genre. Et qui organisent parfois des membres parties, Oui. des événements. Oui. Ouais. Et au Manga Café, il y a un rayon, en fait, on peut lire aussi apparemment. Oui. Oui, il y a une bibliothèque. D'autres questions? Non? Ben, on va remercier notre intervenant. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.